Bienvenue à notre webinaire Attractivité et fidélisation des métiers de la santé. Bienvenue à nos 4 intervenants qui vont nous permettre de proposer un regard croisé Suisse-France. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, quelques mots sur Juliet Sterwen. Nous sommes un cabinet de conseil en stratégie, transformation et innovation. On partage tous chez Juliet Sterwen une conviction profonde, c'est que les transformations des organisations sont par essence multidimensionnelles. Pour accompagner nos clients et remplir notre mission, c'est que les transformations de nos clients soient créatrices de valeur durable. Nous les abordons avec une approche holistique sur 4 prismes, à travers 4 prismes que vous voyez sur ce slide. Donc, la transformation business, la transformation people, la transformation digitale et la transformation agile. Nous nous appuyons sur 21 communautés d'expertise que nous combinons en termes de savoir-faire et de variété de profils pour trouver à chaque fois l'angle d'approche le plus judicieux pour répondre aux problématiques précises de nos clients. En termes de chiffres, donc Juliet Sterwen, le groupe Juliet Sterwen, c'est 600 collaborateurs, 100 millions de chiffre d'affaires et vous le voyez à droite, une croissance conséquente. Un petit clin d'œil, j'en profite, nous fêtons aussi cette année les 10 ans de présence de Juliet Sterwen en Suisse. Alors, Juliet Sterwen, on est reconnu par le marché sur un certain nombre d'axes. Tout d'abord, en termes d'expertise, vous voyez la reconnaissance par le magazine Décideur sur les segments sur lesquels nous sommes acteurs. En termes d'innovation, nous faisons partie des entreprises qui sont labellisées BPI France et cela récompense les entreprises sous le prisme de l'innovation. Nous faisons aussi partie du top 1% des entreprises en termes de RSE et peut-être un label qui a une valeur particulière à nos yeux. C'est ce que vous voyez à droite, nous sommes classés premiers des entreprises de 500 à 1000 salariés au classement Happy at Work et ça résonne avec notre philosophie de se dire que c'est en étant centré sur le collaborateur qu'on pourra être centré sur le client. Quelques mots sur les modalités de ce webinaire. Donc, les micros sont coupés. Si vous n'entendiez pas, dans ce cas-là, n'hésitez pas à vous le signaler dans le chat. Donc, vous voyez le chat, c'est en bas à droite. Vous pouvez décrire votre problème et puis on viendra vous dépanner. Pendant toute la durée du webinaire, vous pouvez poser des questions dans le chat et notre collègue Karim Mejri, qui est manager senior chez Juliet Sterwen, recueillera vos questions et pourra après se faire votre relais pour poser les questions en fin de séance lors de la séance de questions-réponses. Donc, sans plus tarder, je vais vous proposer d'entrer directement dans le vif du sujet. Alors, regard croisé Suisse-France, nous partons, somme toute, d'un contexte qui présente tout de même beaucoup de similitudes. Il y a des tendances de fond, comme le vieillissement de la population, qui font que la demande de soins ne cesse d'augmenter, aussi bien en France qu'en Suisse. Le nombre de professionnels disponibles, lui, ne suit pas cette tendance. Ça peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Des professionnels de santé qui changent d'orientation professionnelle, un secteur qui peut poser question en termes de conditions de travail, l'impact aussi de facteurs démographiques comme l'augmentation de l'âge moyen des médecins, qui est vraiment notable avec une augmentation des départs en retraite qu'il faut compenser, et puis des capacités de formation qui sont longues et coûteuses à accroître, avec un impact aussi qui se joue plutôt sur le moyen et long terme.
On a donc une forte tension sur l'ensemble de ces métiers. En France, selon l'étude de la Fédération hospitalière de France, 15 000 postes d'infirmières et d'infirmiers sont aujourd'hui vacants. Rien que dans ces établissements, ça fait 5 à 6% des effectifs et le taux atteint à peu près 30% pour les praticiens hospitaliers. La Suisse, elle, pour l'instant, est un petit peu mieux positionnée. Si on prend un ratio qui est intéressant, c'est le ratio nombre de professionnels de santé par millier d'habitants. Ben, en Suisse, on aura 30% à peu près de médecins de plus, 30 à 40% de plus qu'en France, et presque 80% de plus d'infirmiers et d'infirmières. Traditionnellement, la Suisse a fortement recruté des professionnels formés à l'étranger pour combler la pénurie. En revanche, en Suisse aussi, les projections sont presque inquiétantes, puisqu'il y a une étude de PwC récente qui montre que d'ici 2040, il manquerait 40 000 infirmières et infirmiers, donc sur l'ensemble des métiers, ainsi que 5 500 médecins. Donc, face à cette tension amenée par la pénurie des professionnels, la question qui se pose pour toute structure de santé, c'est comment attirer et fidéliser les professionnels dans un contexte de concurrence entre établissements et pas que. Quels sont les enjeux particuliers à chaque établissement? Quel peut être son rôle, ses marges de manœuvre? Y a-t-il des leviers qu'on peut actionner? Dans quelle mesure l'organisation doit se transformer pour être attractive et fidéliser les professionnels? Et pour répondre, pour aborder ces questions, à la recherche de pistes prometteuses, nous avons donc avec nous Sabine, Stéphane, Perrine et Elodie, que je vais rapidement vous présenter. Donc, Sabine Verrecquet est directrice des ressources humaines au pôle santé travail Métropole Nord. Nous avons avec nous Stéphane Brandt, directeur des opérations à l'hôpital fribourgeois, donc canton de Fribourg en Suisse. Perrine Ken, directrice de l'organisation de l'attractivité et de la fidélisation au CHU de Bordeaux. Et Elodie Lambert, manager, experte du secteur de la santé chez Juliet Sterwen à Paris. Et Elodie, avant de rejoindre Juliet Sterwen, a travaillé 10 années dans une institution de santé. Donc, bienvenue à tous. Et je vais de ce pas lancer la première question qui va s'adresser à Perrine. Perrine, quels sont donc les enjeux particuliers de votre structure? Bonjour à tous, merci Stéphane pour cette présentation et pour me laisser la parole pour parler des enjeux particuliers dans le secteur de la santé et au CHU de Bordeaux particulièrement. Je crois qu'il y a des échos, mais je ne suis pas sûre. Non, ça a l'air d'aller mieux. Non, toujours pas. Oui, effectivement. On peut peut-être essayer de faire des... Là, ça va mieux? Oui. On me dit oui. Ah non. Bon, ça reste tout à fait audible, donc Perrine, je pense qu'on peut continuer. D'accord. Donc oui, vous avez bien expliqué les tensions actuelles sur le marché du travail en général, mais qui touchent plus particulièrement les métiers de la santé. Et ce que je voudrais dire pour démarrer, c'est que je suis convaincue que c'est notre responsabilité à tous de traiter ces questions-là, quel que soit le niveau où on se situe. Au niveau gouvernemental, on a aujourd'hui des différents ministères qui se sont emparés de ces questions-là, à la fois au niveau spécifique, santé, mais aussi plus généralement au niveau fonction publique, avec
avec notamment des actions qui sont faites et la création d'une marque employeur, choisir le service public qui est particulièrement active et dans laquelle on peut s'inscrire dans cette dynamique-là. Je vous rappellerai aussi le Ségur de la santé qui a beaucoup aidé à renforcer l'attractivité des métiers, ou encore les actions qui sont faites, j'y pense parce que c'est d'actualité, à France Travail, c'est la semaine des métiers de la santé qui a démarré hier, et pour laquelle va y avoir un certain nombre d'événements pour promouvoir ces métiers de la santé. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup de choses, une prise de conscience, ça c'est certain, et puis de nombreuses choses qui sont faites par différents acteurs. J'en ai cité quelques-uns, mais c'est vraiment pas exhaustif. Ensuite, quand on se situe au niveau d'un établissement de santé, là, les réalités vont être différentes. On a des points communs, c'est sûr. Il y a des métiers qui sont en tension clairement sur l'ensemble du territoire. Les études de la FHF ou de la NFH sur les sujets des métiers en tension le montrent bien. Ça fait des années, par exemple, qu'on a des difficultés en termes démographiques et en matière de recrutement des infirmiers de bloc opératoire, par exemple, et ça, c'est pas une situation qui s'améliore. Et puis d'autres situations qui émergent et qui nous posent beaucoup de questions. Je vais prendre l'exemple des manipulateurs en électroradiologie qui, aujourd'hui, on a une vraie problématique sur de nombreux territoires pour recruter ce type de professionnels, et notamment dans les secteurs hospitaliers publics dans lequel je me trouve. Mais ça, c'est, on va dire, des généralités. Et ensuite, chaque établissement va avoir ses spécificités. Je pense que c'est vraiment important à l'échelle d'un établissement de faire un diagnostic de sa propre situation pour savoir d'où on part et pour pouvoir ensuite mettre en place des actions qui vont être spécifiques et donc efficaces. On a des différences en fonction des établissements, encore une fois, sur des métiers qui vont être plus ou moins en tension, et puis sur des secteurs également qui à certains moments vont être en tension par rapport à des difficultés de recrutement, et puis il y a d'autres ces recrutements vont être plus, à d'autres moments, ces recrutements vont être plus fluides. Donc c'est vraiment important de pouvoir faire ces diagnostics en partant des indicateurs qu'on a dans nos établissements, d'indicateurs RH classiques sur le nombre de recrutements, le nombre de postes vacants, les turnovers, les chiffres d'absentéisme. Je ne vais pas faire la liste non plus complète, mais vraiment cette phase de diagnostic me semble essentielle pour savoir justement d'où on part, d'où on parle, et puis ensuite pour pouvoir mettre en place des actions concrètes à l'échelle de l'établissement, et puis ensuite avec les secteurs plus particulièrement concernés. Et Perrine, donc on retient, oui, le besoin de poser ce diagnostic pour pouvoir réfléchir à des actions concrètes. Et est-ce que vous pourriez partager avec nous quels enjeux vous avez identifiés un peu particuliers au niveau de votre établissement? Alors, je vais m'arrêter sur le terme particulier parce qu'en fait, c'est ça qui est difficile, c'est que on n'est pas atypique au CHU de Bordeaux par rapport aux questions aux difficultés d'attractivité. J'en ai cité déjà quelques-unes. C'est difficile aussi d'être enfin, sauf si vous le souhaitez que je liste vraiment de façon exhaustive l'ensemble des secteurs qui sont en tension actuellement. Mais ce qu'on essaye de faire, justement, c'est de prioriser aussi dans notre politique de recrutement, parce que quand on se situe à l'échelle d'un secteur ou d'un métier, on peut avoir l'impression d'être en tension parce qu'on va avoir un ou deux postes vacants, alors que dans le secteur d'à côté, la difficulté va être beaucoup plus importante. Donc, c'est aussi le rôle
à l'échelle d'un établissement, d'avoir cette vision globale et de pouvoir identifier les secteurs prioritaires en matière de recrutement. Typiquement, actuellement, à l'heure où je vous parle, 23 avril, 11h14, au CHU de Bordeaux, je dirais que nos secteurs où on va concentrer nos efforts et nos moyens, si je dois en retenir que certains, ça va être plutôt les secteurs de gériatrie et de chirurgie actuellement, qui rencontrent de façon conjoncturelle les plus grandes difficultés. Mais on voit bien que hier, c'était d'autres secteurs. On a priorisé, par exemple, à un moment donné, le pôle neurosciences et le pôle digestif, et on a vu vraiment des impacts positifs de nos actions qui nous ont permis de recruter assez massivement, de revenir à flot et donc de changer ensuite de priorisation. Et c'est ça aussi tout l'intérêt d'une politique en matière d'attractivité, c'est vraiment d'être très ancrée par rapport aux difficultés et très réactive pour pouvoir vraiment accentuer les efforts là où se situent les besoins à un instant T. Passons de l'autre côté de la frontière tout en restant dans le monde hospitalier. Stéphane, est-ce que tu pourrais partager avec nous ta vision des enjeux de votre structure de santé? Merci bien, bonjour à tout le monde. Je rejoins Perrine dans ce qu'elle a dit. Il y a des actions qui doivent se faire à différents niveaux, à des niveaux politiques, gouvernementaux, comme au niveau des directions des institutions, voire même après des différents services. Bien entendu, chaque service dans chaque institution a son propre écosystème et sa propre problématique potentiellement, même si il y a des tendances générales sur le marché. Comme tu as pu le dire en introduction, Stéphane, la Suisse est quelque peu moins touchée vraisemblablement que d'autres pays avoisinants par des problèmes de recrutement. C'est vrai que une des attentes que nous avons au niveau de la politique, c'est l'anticipation des potentielles pénuries dues à des tendances lourdes que sont l'augmentation démographique, l'augmentation de l'âge de la population et avec celle-ci, l'augmentation des maladies concomitantes qui va rendre les cas de plus en plus complexes avec des prises en charge aussi qui nécessitent plus de ressources. Pour nous, en termes d'hôpital fribourgeois, hôpital public en Suisse, on a deux enjeux principaux autour de cette problématique. Le premier, c'est de maintenir la qualité de la prestation et des prestations de manière générale, tous services et spécialités confondus. Et puis, ça nécessite justement, comme le disait Perrine, une analyse fine de chaque service à chaque moment M qu'il vit. On est dans un marché où, en Suisse, la santé est un marché de concurrence et on a en fin de compte une concurrence autour du personnel qui se raréfie et à nous d'arriver à mettre en place on va dire un environnement qui propose des conditions supérieurs ou meilleurs que les autres pour pouvoir être attractif. Le deuxième enjeu, c'est la formation. C'est-à-dire qu'on a besoin de compléter en tant qu'institution la formation de base que reçoivent les professionnels de la santé en termes d'université ou de hautes écoles euh, euh, en, en étant une place de formation attractive qui va permettre aussi d'amener des perspectives de carrière pour les futurs et voire actuels collaborateurs. Et puis, on doit vraiment prendre la formation et les places de stage ou de formation comme une vitrine, comme un tremplin pour permettre d'être attractif et de motiver la relève à rester une fois sa formation terminée, voire de revenir plus tard dans le cursus. Merci bien Stéphane. Sabine, changeons un petit peu de secteur. Comment ça se passe chez vous? Quels sont vos enjeux? Oui, merci Stéphane. Bonjour à tous. Donc, nous, les enjeux, alors déjà, par rapport à ce que pouvait exposer
Perrine. Moi, mon secteur d'activité, c'est la santé au travail. Donc, une seule spécialité, la santé au travail, hein, et une spécialité. Le premier enjeu, c'est de travailler un peu le marketing de la spécialité, parce que elle est soit méconnue, ou elle peut encore avoir une image poussiéreuse. Le métier a énormément changé. Alors, on n'est pas dans le soin, on est dans la prévention primaire, hein, et l'activité de nos professionnels de santé, c'est à la fois l'accompagnement des salariés qui viennent en consultation chez nous, mais c'est également l'accompagnement des entreprises dans la mise en œuvre de leur politique de prévention. Donc, marketing du métier, parce qu'on s'aperçoit quand on fait notre diagnostic, hein, pour repartir de la base comme Perrine, quand on fait notre diagnostic, on s'aperçoit que c'est une spécialité qui n'est pas forcément attractive pour les étudiants en médecine. À l'inverse, on a de plus en plus de pouvoir d'attraction par rapport à des professionnels de santé, médecins ou infirmiers, qui, après une première partie de carrière dans une autre spécialité, vont s'orienter vers la santé au travail. Et là, l'enjeu pour nous, ça va être de repérer dans les motivations de cette réorientation les points sur que nous, on souhaite valoriser. Donc, un véritable intérêt pour le métier, pour la prévention. On a des conditions de travail qui peuvent paraître moins contraignantes que la fonction hospitalière. Donc voilà, il ne faut pas que ce soit la seule motivation pour arriver en santé au travail, hein, et notre enjeu est bien là. Il faut savoir aussi que quand on part dans un processus de reconversion, c'est 4 ans de formation pour un médecin, 1 année de formation pour un infirmier. Donc, ces formations sont financées par Pôle Santé Travail. C'est un investissement important pour Pôle Santé Travail, mais également pour le collaborateur qui vient chez nous. Pour un médecin, repartir dans un cursus de 4 ans, il faut en avoir envie, il faut être investi. Et l'enjeu, c'est bien d'éviter d'arriver à un constat d'échec avec un retour en arrière, que ce soit pour nous ou pour le professionnel de santé qui s'est engagé dans cette démarche. Voilà, donc c'est vrai que je parle plus de la reconversion, mais c'est quand même notre plus grand vivier pour nos recrutements. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur ce sujet-là. On prévoit des choses, on propose des semaines d'immersion, des échanges avec des professionnels qui sont passés par cette phase de reconversion. On fait participer ces professionnels au processus de recrutement pour qu'ils puissent bien parler de leur métier et de ce qu'ils vivent une fois qu'ils sont arrivés chez nous et qu'ils sont rentrés dans cette nouvelle spécialité. Parfait. Donc, effectivement, on voit une approche presque de marketing, un travail fin de marketing pour pouvoir mettre en valeur un métier qui est peut-être un petit peu méconnu. Vous avez déjà rapidement évoqué, Sabine, le type de levier que vous pouvez mettre en action justement pour concrétiser en fait sa capacité à rendre votre métier attrayant. Est-ce que vous pourriez nous en dire encore un petit peu plus? Parce que ça a l'air vraiment Je parlerai plutôt de ce qu'on souhaiterait développer aujourd'hui. C'est vraiment pouvoir aller en fac de médecine pour présenter, voilà, plutôt maintenant réussir à toucher les étudiants, que ce soit les étudiants infirmiers ou les étudiants médecins, et rentrer dans les universités ou les écoles d'infirmiers, c'est pas forcément facile, donc pour nous. Donc voilà, mais notre sujet aujourd'hui, c'est de réussir à ouvrir ces portes et aller présenter nos métiers directement aux étudiants pour qu'ils choisissent la spécialité en premier choix. Stéphane, de votre côté, à l'hôpital Fribourgeois, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les leviers que vous avez identifiés, le type d'action que vous menez pour attirer les professionnels de santé? Oui, je crois que on a plusieurs leviers et
la plupart de ces leviers résident dans des choses qui sont fondamentales pour une institution qui se cache derrière la vision et la stratégie de l'institution. On a besoin de donner du sens aux gens, que les collaborateurs présents, voire ceux qui sont intéressés à travailler chez nous, ressentent on va dire, ressentent un contexte de confiance où il y a une ligne de conduite, où on voit ce vers quoi on va, et puis qu'il y ait une forme de transparence dans la communication qui se mette en route. On est dans un contexte de changement de culture où beaucoup de collaborateurs, les jeunes générations en particulier, ont une autre relation au travail par rapport à il y a quelques années en arrière ou quelques dizaines d'années en arrière. Les jeunes générations ont vraisemblablement plus d'intérêt à avoir un work-life balance qui soit pour eux attractif. Et donc, c'est toute une culture de changement qu'on doit mettre en place dans une institution à travers l'ensemble des cadres, toutes couches hiérarchiques confondues et tous services et départements confondus. Donc, je pense que ça, c'est déjà des éléments très importants qui doivent être ancrés depuis tout en haut dans les éléments de vision et de stratégie d'entreprise. C'est ce qu'on essaye de faire ici à l'hôpital fribourgeois. Autre point qui est, selon moi, capital, c'est d'aller avec son temps, voire de le précéder si possible, c'est-à-dire amener beaucoup d'éléments d'innovation sur différents domaines qui passent par on va dire des nouveaux types d'organisation de type holacratie ou gouvernance partagée, comme vous voulez, de tabler sur la digitalisation et les possibilités qu'offre la digitalisation dans les différents processus à supporter, ainsi que d'autres éléments de type plus robotique, mais qui peuvent permettre l'automatisation de beaucoup d'actions. Donc, ce sont des choses aussi qui doivent permettre d'amener, on va dire, je ne vais pas dire du confort au travail, mais un médecin, il a envie de pouvoir faire une anamnèse et de pouvoir faire un examen à un patient et ne pas passer des heures et des heures à devoir référencer, à écrire des pages et des pages, que ce soit de manière digitale ou pas. Donc, on doit vraiment proposer des outils aux collaborateurs pour simplifier leur vie et qu'ils puissent se concentrer sur ce pourquoi ils sont formés et sur les plus-values qu'ils vont vraiment pouvoir amener à l'institution et principalement à nos patients, puisqu'on parle principalement de médecins et de soignants. Donc la digitalisation comme un moyen pour permettre notamment aux médecins de se recentrer sur leur cœur de métier et les soins. Perrine, est-ce que ça fait partie aussi des leviers, des actions que vous mettez en œuvre au CHU? Alors oui, bien sûr, en tout cas sur l'axe organisationnel, je pense que c'est vraiment, si je devais en choisir un, parce qu'il y a beaucoup de leviers sur lesquels on travaille, mais c'est vrai que je crois beaucoup à ce levier de travailler sur les organisations, parce que ça me semble être vraiment le socle et des choses qui peuvent faire évoluer nos organisations en profondeur et améliorer la qualité de travail des professionnels en profondeur également. Là, pour moi, on est vraiment sur des thématiques qui sont liées non pas qu'à l'attractivité, mais à la fidélisation des professionnels. Comment je fais en sorte que mes collaborateurs ne s'épuisent pas au travail et au contraire s'y épanouissent et aient envie d'y faire leur carrière. Donc, il y a effectivement cet axe sur la digitalisation. Je rejoins tout à fait Stéphane, avec en plus cet enjeu finalement de dire, je pense qu'il y a eu vraiment de fortes attentes des professionnels sur la digitalisation
et une sorte de, pour certains, de déception quand même, parce que parfois, on met en place des outils informatiques et au lieu de simplifier, au lieu de faire gagner du temps, à l'inverse, ces outils ne sont pas forcément ergonomiques, pas forcément bien pensés dans leurs interfaces avec justement le processus organisationnel. Et finalement, ça va plutôt complexifier les choses. Donc, il y a aussi un vrai travail à faire pour s'assurer que quand on met en place un outil, il s'insère vraiment dans une organisation et puis dans un projet de simplification et puis qu'on puisse aussi rassurer les professionnels sur le fait que ça va vraiment améliorer leur quotidien. Sur des questions organisationnelles, moi, je crois aussi beaucoup au fait de proposer une grande diversité d'organisation aux professionnels parce que, certes, aujourd'hui, on fait des enquêtes et à partir de ces enquêtes sur les attentes des professionnels, les facteurs de motivation, de démotivation, on essaye de faire des personas, des profils de professionnels, mais c'est aidant dans la stratégie, c'est sûr, mais il faut faire attention, il ne faut pas prendre ça pour des vérités absolues, parce que moi, je crois aujourd'hui surtout que la principale caractéristique de nos professionnels, c'est justement d'être vraiment protéiforme et du coup, dans les solutions qu'on apporte, moi, je crois surtout au fait de proposer des choses, une offre de services très différente et une offre d'organisation très différente. Et nous, par exemple, très concrètement, au CHU, on travaille donc par pôle d'activité. Et par pôle d'activité, l'idée, c'est de proposer aux professionnels de santé, par exemple, des organisations en 12 heures, des organisations en 10 heures, en 9 heures, en 7h30, avec un travail que de jour, ou un travail que de nuit, ou une alternance jour-nuit, ou la possibilité d'être uniquement dans un service, ou la possibilité de faire partie d'un pool de remplacement et d'aller finalement comme ça découvrir différents services. Parce que finalement, les attentes des professionnels sont différentes et puis correspondent à certains moments de la vie. Et c'est important de pouvoir proposer cette offre variée et que eux, finalement, puissent, en fonction de ce dont ils ont besoin à ce moment-là dans leur vie, aller trouver finalement l'organisation qui va leur correspondre. Donc, ce n'est pas simple parce que mettez-vous à la place de l'encadrement. C'est une vraie gymnastique à la fois pour concevoir des organisations comme différentes et puis ensuite bien sûr concrètement des plannings de professionnels, mais ça me semble essentiel et c'est possible, ça se fait donc et on voit que ça ne porte pas préjudice à la qualité du service rendu et ça bien sûr que c'est l'essentiel. Et ça améliore grandement la qualité de vie au travail des professionnels. Donc ça, je crois beaucoup à ça. Et puis, si je peux me permettre de lancer un sujet, vous me direz si vous voulez que je développe ensuite, mais c'est pour rebondir sur ce que disait Stéphane aussi. Ce qu'on travaille au CHU de Bordeaux, c'est ce qu'on appelle les nouveaux métiers. Mais c'est en gros l'idée de recentrer les soignants sur leur cœur de métier pour finalement les tâches, ce qu'on appelle les tâches afférentes aux soins, des tâches plus administratives, logistiques ou autres, les confier à d'autres professionnels pour vraiment aussi mettre les professionnels au bon endroit finalement en fonction de ce qu'ils apportent à l'organisation en matière de valeur ajoutée et ça contribue vraiment à redonner du sens au travail. Donc une approche entre ce que Perrine partage avec nous et Stéphane, un travail aussi bien sur des formes d'organisation et là aussi on se donne une latitude d'expérimenter, de tester des nouveaux modèles, voir comment on peut utiliser la digitalisation pour fluidifier des processus, pour recentrer les professionnels sur leur métier. Je vais poser la question à Élodie. Élodie, à travers ton expérience et les projets que tu as pu mener, comment ça s'articule? Qu'est-ce que tu as pu observer de choses intéressantes dans ce domaine?
On le voit, nous, au travers de nos différentes expériences, qu'on partage aussi d'ailleurs avec Stéphane, c'est que finalement, la problématique et le cœur du sujet, et chacun de nos intervenants l'a évoqué, c'est la question du management qui est finalement assez clé au travers des différentes actions qu'on peut mettre en place. Perrine évoquait la question de l'adaptation des organisations. On évoquait aussi les sujets d'accompagnement du changement quand on déploie de nouvelles solutions, comment on rassure les collaborateurs, les professionnels de santé sur ce qu'on met en œuvre. Stéphane évoquait aussi les évolutions et les attentes qui sont différentes aujourd'hui des nouvelles générations. Et on voit qu'à la croisée des chemins, finalement, de toutes ces problématiques, on retrouve finalement le management, les managers de proximité, donc les cadres de santé, mais on peut aussi retrouver les médecins, qui sont souvent un peu les parents pauvres en termes de formation managériale et qui pourtant de plus en plus dans leur exercice du quotidien sont confrontés à de l'animation d'équipe autour de projets communs, de projets partagés et donc cette difficulté aussi pour eux parfois à passer le cap de trouver la bonne méthode, la bonne manière de faire et en tout cas le besoin de pouvoir aussi accompagner les managers dans l'évolution de leur propre métier. Il y a un deuxième sujet sur lequel moi j'aimerais revenir parce que tout à l'heure, en exposant un peu les enjeux de chacun de leurs entités, nos intervenants ne se sont pas non plus mis en valeur. On se rend compte aussi pour moi de l'importance du rôle du DRH quand on parle de ces sujets d'attractivité et de fidélisation. On se rend compte que, voilà, on parlait de marketing, de marque employeur, on parlait de démarches qui sont finalement en dynamique permanente. Ça montre aussi l'importance de la professionnalisation des RH sur ces sujets-là et de l'importance aussi de pouvoir avoir les ressources nécessaires au sein des DRH pour accompagner justement ces projets, ces besoins et accompagner du coup le bon renfort des équipes médico-soignantes. Et je pense que nos professionnels, nos intervenants l'ont partagé, mais ne se mettent pas en valeur là-dessus. Mais pour moi, c'est important aussi puisqu'on se rend compte que l'analyse, elle part aussi surtout d'eux, la priorisation par d'eux. Perrine me disait, chacun dans son service peut avoir l'impression d'être en tension. Et pourtant, il y a un moment, il faut prioriser et il faut avoir ce regard un peu de recul que peuvent avoir justement les DRH. Je reviens un petit peu sur ces essais qu'évoquait notamment Perrine sur les modèles d'organisation. Quels sont les éléments qui font que vous allez réussir à embarquer votre organisation dans des essais, des modèles, de l'ajustement des modèles organisationnels? Comment vous y prenez, Perrine? Alors, justement, on va partir avec les volontaires parce qu'en fait, il y en a dans nos établissements et on a la chance, c'est la Chute Bordeaux avec la taille de l'établissement d'avoir beaucoup de collaborateurs et beaucoup de collaborateurs très motivés pour faire évoluer les choses. Et donc, systématiquement, on va partir avec quelques services pilotes pour pouvoir tester la solution parce que parfois on a des idées mais on n'est pas sûr du tout qu'elles soient bonnes. C'est finalement en la mettant en place qu'il va y avoir de nouvelles idées qui vont émerger, des choses qu'on n'avait pas imaginées et auxquelles on va pouvoir apporter des réponses. Et puis ensuite, si ça fonctionne, si ça produit des résultats concrets, ça va donner envie aux autres d'embarquer dans la démarche. C'est ce qu'on a fait par exemple sur la diversité des modèles horaires, c'est ce qu'on a fait sur les nouveaux métiers, c'est ce qu'on est en train de faire aussi sur la semaine de 4 jours, parce que finalement, on a beaucoup parlé des soignants, mais il y a aussi tous les autres métiers à l'hôpital. On a près de 200 métiers à l'hôpital, et sur les métiers administratifs, techniques, logistiques notamment, il y a moins finalement le coup de projecteur est un peu moins important aujourd'hui. Le Ségur de la santé les a moins revalorisés. Or, on est vraiment en concurrence sur le marché du travail avec beaucoup d'autres secteurs sur ces métiers-là. Et donc, c'est notre rôle aussi, nous, en tant qu'établissement, de penser des conditions de travail qui permettent d'être plus attractifs sur ces métiers-là. Et donc, typiquement, là, on est en train de tester la semaine de 4 jours spécifiquement pour ces secteurs-là, puisque c'était déjà en place depuis assez longtemps sur les métiers des soins. Voilà. Et pour revenir sur ce que disait Élodie, sur le rôle de la DRH, je pourrais approfondir aussi, mais pour moi, il y a vraiment deux aspects. Il y a la fois le côté
stratégie. On met en place effectivement le plan, attractivité, fidélisation, on impulse, on anime des groupes de travail, etc. Mais c'est surtout un rôle de support justement à l'encadrement de proximité qui est à la manœuvre sur ces thématiques-là, notamment, et sur beaucoup d'autres d'ailleurs. C'est un métier qui est extrêmement complexe, qui fait face aujourd'hui à de nombreux enjeux, et notamment celui-là, avec effectivement, vous le disiez très bien, des niveaux de formation très, très, très différents. Et ça, par exemple, au CHU de Bordeaux, on vient de lancer, on a retravaillé tout le parcours managérial pour l'ensemble des managers, qu'ils soient médicaux ou non médicaux. Et donc, on propose aujourd'hui une nouvelle offre aux managers qui intègre de la formation, bien sûr, et une formation de qualité, puisqu'en plus, on a tissé un partenariat avec Sciences Po Bordeaux, ça date de la semaine dernière, pour vraiment proposer une offre de formation qui répond aux besoins de chacun. Mais on propose aussi du coaching interne, des groupes de co-développement, la possibilité aussi de faire des bilans managériaux, une diversité d'offres, parce qu'on a aussi une diversité de managers et une diversité de besoins. Je pense que vous avez évoqué des sujets test and learn qui vont aussi beaucoup parler à Stéphane Brandt. Stéphane, tu nous as parlé aussi de faire évoluer les organisations pour justement libérer un petit peu les énergies. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui, moi je crois qu'un des éléments clés, et tu parlais du rôle des ressources humaines. Les ressources humaines, elles doivent être en soutien, et elles doivent être en soutien pour un élément clé de l'entreprise, c'est arriver j'aurais tendance à dire, à trouver, à embaucher les bons managers, parce que on doit pouvoir compter sur toute une somme de managers, certes différents, mais en tout cas tous dans son style inspirant. Pourquoi je dis manager inspirant? Parce qu'ils doivent à la fois inspirer la confiance, ils doivent fonctionner à titre d'exemple, de manière exemplaire, et puis ils doivent surtout donner une forme de liberté aux collaborateurs. Quand je dis forme de liberté aux collaborateurs, c'est à la fois de la responsabilisation dans un domaine très privé et très pointu. Un certain Steve Jobs disait que s'il engageait quelqu'un, c'était pas pour qu'il lui dise ce qu'il avait à faire, parce que la personne était plus compétente que lui. Et donc ça implique d'avoir une responsabilisation qui est déléguée aux collaborateurs que l'on engage. Et puis l'autre élément, c'est d'impliquer les collaborateurs dans l'évolution, dans des recherches de solutions. Perrine a cité beaucoup d'éléments en termes de travail sur 4 jours, diversité d'horaires, pour autant que les lois le permettent, sachant que les lois peuvent être un peu différentes ici ou ailleurs. Et puis, d'écouter les collaborateurs, leurs besoins, leurs demandes, pas juste, c'est pas leur liste du Père Noël, hein, c'est des choses qui peuvent être testées concrètement. Et puis, si les résultats sont probants, eh ben, proposer une multiplication de ces résultats sur l'ensemble de l'institution. Je pense qu'il y a une foule de process et d'actions qu'on peut simplifier, faire simplifier aussi. Et je rejoins Perrine, c'est pas tout de digitaliser tout et n'importe comment, il faut digitaliser intelligemment pour que la fonctionnalité amène réellement une plus-value, et que à la fin, le collaborateur spécialiste qui devient une denrée rare, ou qui l'est déjà, eh bien, on optimise son temps de travail à ce pourquoi il est fait et ce pourquoi il est compétent. Alors, responsabiliser, impliquer les collaborateurs, on a gentiment glissé probablement vers la notion de comment fidéliser les personnes, qu'elles se sentent bien. J'ai envie de vous poser une question peut-être un petit peu provocante, qu'on pourra traiter en tour de table.
Sabine, est-ce qu'il suffit de mettre en œuvre les promesses faites lors du recrutement pour fidéliser les professionnels? Alors moi, ma démarche, elle va plutôt être à l'inverse, hein. C'est-à-dire, je pars du principe, c'est un peu le concept bifidus, ce qui marche à l'intérieur et ce qui fait du bien à l'intérieur va se voir à l'extérieur. Et c'est donc ce qu'on peut travailler pour nos équipes qui sont déjà en place et pour les fidéliser qui va nous permettre de développer l'attractivité. Voilà, donc pour nous, alors je vais rejoindre des choses qui ont déjà été évoquées, mais au-delà de la qualité de vie au travail, pour nous, ce qui est important, c'est vraiment de travailler le collectif au travail. On est quand même dans un… Alors, j'entends l'expérimentation du 4 jours semaine ou des choses comme ça. On a également une réflexion sur l'aménagement du temps de travail pour mieux coller aux problématiques de nos salariés au moment de vie qu'ils sont en train de traverser. Mais on a quand même des contraintes d'organisation dont il faut tenir compte, hein. Et c'est vrai qu'on a traversé la phase Covid en santé au travail où on a été en confinement pour beaucoup d'entre nous, en télétravail, téléconsultation, et il y a des habitudes qui ont été prises comme ça. Et à un moment, il a fallu faire revenir les gens dans nos établissements. Physiquement, ça n'a pas été simple et c'est bien le travail collectif, le collectif de travail qu'il a fallu recréer, redynamiser pour faire revenir les gens. Et je pense que c'est vraiment aujourd'hui un facteur de fidélisation important. Alors, je vais rejoindre ce que disait Stéphane. Le management, oui, le management, mais la particularité qu'on a aussi, c'est que nos médecins ne sont pas managers, ils sont animateurs, coordinateurs, mais sans rôle de management hiérarchique. Et c'est pas facile. Enfin, ça fait pas forcément partie de… les médecins, ils ont choisi de faire médecine, ils n'ont pas choisi de faire manager. Donc, il faut leur donner de l'intérêt et des outils et les rassurer aussi sur ces missions vers lesquelles ils ne sont pas allés naturellement. Perrine parlait de différentes modalités de formation et d'accompagnement. Ben, je la rejoins tout à fait, hein. La formation théorique, le coaching, le co-développement, on y va, mais c'est un exercice qui peut être difficile pour certains. Aujourd'hui, tout le monde n'est pas encore mûr sur ce sujet-là, donc il y a de l'accompagnement également là-dessus. C'est aussi rassurer, sécuriser dans une activité qui a une dimension juridique très très forte. Quand on déclare un salarié inapte, au contraire, si on le déclare apte, ça peut contrarier le salarié, ça peut contrarier l'entreprise, et on a beaucoup de contestations juridiques des avis des médecins. Donc, l'attractivité, la fidélisation, c'est aussi leur montrer qu'on est là pour les soutenir, pour les sécuriser dans leur pratique. On a mis en place un plateau de spécialistes vers lesquels ils peuvent s'orienter pour des questions d'ordre médical. Mais on a également un pôle, une équipe juridique qui va à la fois faire de la veille, de la formation, mais également les accompagner dans leurs problématiques quotidiennes et les accompagner aussi parfois dans des contentieux. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui travaille à la sérénité et qui nous permet d'attirer et de fidéliser certains professionnels. Voilà. Merci bien, Sabine. Alors, pour laisser un petit peu de temps aux questions-réponses, je vais demander à Élodie peut-être de conclure sur l'effet bifidus que j'ai trouvé particulièrement séduisant quand Sabine nous renverse le concept de l'attractivité versus fidélisation. Élodie, qu'est-ce que tu observes? On se rend compte que finalement, l'un ne marche pas sans l'autre. Il ne s'agit pas juste d'attirer les professionnels, parce que ça ne suffira pas. Il faut effectivement derrière qu'on réponde aux promesses, mais que finalement, une des meilleures manières peut-être d'attirer aussi des professionnels, c'est que ce soit ceux qui sont aujourd'hui dans les structures, qui en parlent, qui partagent
la manière dont ça se passe pour eux dans la structure où ils sont. Et donc, en fait, on se rend compte que ces deux questions-là, elles peuvent évidemment pas se traiter indépendamment l'une de l'autre, elles sont complètement liées. Et c'est bien l'effet rebond qu'on peut avoir entre les deux et l'impact des actions qu'on peut avoir dans un sens ou dans l'autre qui fait qu'évidemment tout ça va se rendre service et va pouvoir aider à finalement non seulement attirer les professionnels, mais les garder. Et puis on évoquait les manières de les garder. Il y a effectivement plein de choses qui sont possibles. Sabine parlait de l'importance du travail en équipe en santé au travail. Je pense que c'est quelque chose qui est aussi de plus en plus important et attendu par les professionnels dans le monde plutôt hospitalier. Donc voilà, c'est aussi le développement de ces projets-là et l'accompagnement des professionnels dans l'appropriation de ces mécaniques de travail qui sont pas toujours évidentes et qui, comme Sabine le mettait en avant, sont pas forcément leur cœur de métier au départ. Quand on rentre infirmier, médecin, c'est pour faire de la prise en charge d'abord des patients. Et on ne se projette probablement pas au moment de ses études dans des projets collectifs autour de sujets d'organisation du travail qu'on imagine beaucoup plus loin de soi. Et on se rend compte que pour autant, une fois qu'on est en établissement, ces sujets-là deviennent beaucoup plus importants parce que c'est aussi contribuer finalement à l'évolution de l'organisation dans laquelle on travaille. Et donc, c'est aussi se projeter dedans quand on sait qu'on y contribue. Merci beaucoup à tous nos intervenants. C'est vrai qu'on a un sujet qui est extrêmement vaste, qu'on peut explorer sous des angles divers. Je pense qu'on a relevé l'importance en fait du diagnostic de notre établissement pour être capable de cibler, prioriser, pour proposer des actions pertinente et que c'est un processus qui est en fait pas quelque chose qu'on fait une fois pour toutes, mais quelque chose de très très vivant. On doit coller aux différentes évolutions. On a eu l'aspect aussi de la personne de l'institution de santé qui devient un marketeur pour essayer de comprendre finalement à qui s'adresse, comment mettre en évidence des atouts de son institution pour pouvoir attirer des personnes. Et puis une discussion assez riche autour de cette capacité des organisations à se réinventer, à proposer des choses, à intégrer une digitalisation je dirais pertinente pour avoir des processus fluides pour que les professionnels puissent se recentrer sur leur cœur de métier, et un rôle de l'ARH, de soutien, d'accompagnement, proposer des outils. Et on retiendra aussi l'effet bifidus qui m'a particulièrement marqué. Je vais proposer à Karim, puisqu'il nous reste 9 minutes, de poser les questions du public. Karim, je te laisse la parole. Oui, merci Stéphane. Bonjour à toutes et à tous et merci aux intervenants pour cette discussion très riche, effectivement, une discussion très riche autour d'un thème très vaste, comme tu le disais, Stéphane. Sans plus tarder, je vais commencer par une première question qui nous est posée. Comment trouver l'équilibre entre le recentrage sur le métier du soin et la diversité des missions qui est parfois demandée par les nouvelles générations? Une question qui s'adresse aux trois intervenants, pas à un en particulier. Je ne sais pas qui souhaite commencer par répondre à cette question. Alors moi, je dirais qu'en santé au travail, on a la chance d'avoir la diversité des missions parce que le suivi de santé n'est qu'une des missions des services de santé au travail. À ça s'ajoute le conseil en prévention, les actions en milieu de travail. Donc, voilà, donc pour un professionnel de santé, le suivi de santé, ça n'est qu'une mission parmi 4 missions. Donc, voilà, donc c'est plus facile pour nous. Je rajouterais aussi que, effectivement, tout à l'heure, j'ai parlé des tâches afférentes aux soins. Elles ne peuvent pas, il y en a qui sont incompressibles et c'est pas l'objectif, c'est de pas arriver à 0% de tâches afférentes aux soins parce que les professionnels souhaitent aussi avoir cette diversité de missions. Et donc, ils peuvent aussi le trouver à travers des
projets. On a parlé tout à l'heure de projets collectifs. Et ça, je pense que aussi quand on travaille sur des projets transversaux à l'échelle du service ou à l'échelle de l'institution, on va aussi trouver une autre source de satisfaction et de motivation. On a par exemple lancé au CHU de Bordeaux les unités durables avec des professionnels qui travaillent sur comment rendre leur unité plus durable, puisqu'on est très engagé dans la transformation écologique. Et ça, typiquement, c'est juste un petit exemple, hein, mais je pense que ça peut aussi aider finalement certains professionnels à se nourrir d'autre chose que uniquement leur fonction de soignant. Votre micro, Stéphane. Pardon. Voilà, pardon. Oui, donc comme évoqué par Perrine, c'est vrai qu'il y a environ 200 ou 250 métiers dans une institution de santé et donc potentiellement la place pour les gens de pouvoir bifurquer ou partager même des rôles sur différents métiers ou en tout cas évoluer au fil de son parcours. Et puis ça, c'est une richesse sur laquelle on peut compter et puis qu'il faut mettre en avant. C'est pour ça que, par exemple, chez nous, on a beaucoup de business analysts ou de chefs de projet qui sont des gens qui viennent de la logistique, des soins ou du domaine administratif de l'hôpital, voire même des fois médical, que ces gens, des fois, sont tout à fait se sont tout à fait réorientés ou alors se réorientent partiellement avec on va dire des jobs partagés. Donc, on doit garder cette créativité, on doit proposer cette créativité, comme je disais, on doit écouter les collaborateurs, ce qui viennent d'eux aussi, et puis les valoriser à travers des projets qu'on met en place. Très bien, merci à nos intervenants. On passe peut-être à une deuxième question dans le temps qui nous reste. Cette question concerne la revalorisation salariale, puisque c'est un levier important qu'on n'a pas vraiment abordé. Et certainement, la question sera abordée différemment en Suisse et en France. Donc, j'aimerais bien qu'on ait quelques éléments de réponse de la part de nos intervenants sur l'importance de ce levier et comment vous l'utilisez pour attirer des soignants. Je peux me lancer si vous voulez à répondre. Donc, bon, nous, CHU de Bordeaux, hôpital public, donc on est contraint par la réglementation et le levier de la rémunération, finalement, c'est le seul dont on ne dispose pas à l'échelle de l'établissement, puisqu'on ne peut verser aux professionnels que des primes et indemnités qui sont déjà prévues par la réglementation. Mais ensuite, bien sûr, notre rôle, c'est de faire en sorte d'utiliser tous les leviers qui sont à notre disposition. Ce qu'on essaye de faire, par contre, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de prioriser, en fait, d'avoir une politique de recrutement priorisée et donc par exemple, sur les secteurs qu'on aura identifiés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en ce moment, chirurgie, gériatrie, d'apporter des conditions de recrutement plus attractives. Par exemple, ça va être recrutement en qualité de fonctionnaire dès le recrutement et non pas passage par une période de CDI comme dans les autres secteurs. On fait ça aussi pour les professionnels de nuit, par exemple, qu'on a particulièrement du mal à recruter. Donc, on va adapter comme ça notre politique de recrutement. Et puis, dernière chose à laquelle je pense, parce que ça va raccrocher aussi avec ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de travailler vraiment, d'inciter les professionnels à travailler en équipe, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est vraiment un facteur de motivation pour venir travailler dans une structure, plutôt qu'en secteur libéral, par exemple. On a développé la prime d'engagement collectif, où en fait on allie les deux en fait. Donc on valorise des projets qui sont portés par des équipes, qui apportent des résultats en matière d'amélioration de la qualité de service rendu ou d'amélioration de la qualité de vie au travail, et on valorise ça
les projets qui sont sélectionnés, chaque professionnel reçoit une prime si son projet est sélectionné. Donc, on a les deux aspects, l'engagement collectif, la notion de travail en équipe, l'autonomie, dont on parlait aussi tout à l'heure, auquel je crois beaucoup, de rendre vraiment les professionnels autonomes dans leur quotidien de travail, et le levier de la rémunération, qui effectivement est un levier important. Alors, pour nous en Suisse, pour nous en Suisse, c'est vrai que l'élément financier est au cœur des débats, même si on est, en tout cas dans le secteur public, soumis aux lois et réglementations de chaque canton ou région. Donc, c'est vrai que pour nous, on a en fin de compte des seuils et des paliers qui sont difficilement franchissables. Je dirais que c'est de la responsabilité de nouveau des managers de lancer, relancer, d'insister auprès des autorités politiques et décisionnaires sur ces classes salariales ou échelons salariaux pour expliquer la situation que nous vivons, donc celle de la pénibilité, celle de la pénurie, et donc de l'importance de l'attractivité, potentiellement aussi à travers l'élément salarial. Néanmoins, ce sont des processus très très longs, puisque politiques, qui engagent forcément les finances publiques, mais il est de nouveau de la responsabilité des dirigeants d'aussi, je dis bien aussi, faire les démarches, parce que ça ne doit pas être une démarche unique. On doit bien, comme le disait Perrine, comme le disait Sabine, on doit avoir beaucoup d'autres démarches internes pour stimuler nos collaborateurs, pour les fidéliser, pour être attractifs. Et on ne doit pas mettre de côté l'élément financier, simplement effectivement dans le secteur public, ce sont des processus longs, voire des fois qui n'aboutiront pas, mais au moins l'importance est là de mener cette démarche. Très rapidement, moi, je dirais... pour conclure, oui. Oui, donc sur ce sujet-là, donc ma situation est différente puisque je suis pas fonction publique, mais secteur privé. Pour autant, on a aussi des contraintes budgétaires, donc et le but n'est pas aller dans une inflation des salaires sans limite. On a des grilles de salaire et on les respecte. Donc c'est vrai qu'on fait des reprises d'expérience pour des personnes qui ont eu des expériences dans d'autres secteurs, dans d'autres spécialités. Mais après, on va plutôt être sur un système de primes et de valorisation de l'engagement dans la structure. Alors, c'est valoriser des professionnels qui vont prendre des fonctions de référent dans un secteur, dans une spécialité, ou alors qui vont s'engager dans le tutorat, puisque je parlais tout à l'heure des cursus de formation. Bon, voilà, ça veut dire qu'on a développé vraiment un vrai processus d'accompagnement et de tutorat. Donc, les personnes qui s'engagent dans des missions de tutorat, on les valorise également. La participation à des projets, à des innovations, à des expérimentations, voilà, ce sont des choses qu'on va valoriser. Vraiment, l'engagement dans la structure et dans son évolution et sa pérennité. Et donc, on voit des marges de manœuvre forcément toujours un petit peu limitées, mais tout de même la capacité peut-être de lier aussi certains aspects de la rémunération à une dynamique collective qu'on essaye d'instaurer. Sur cette question va se terminer notre webinaire. Je voudrais vraiment vous remercier tous les quatre d'avoir donné de votre temps pour aborder ces sujets. C'était notre premier webinaire sur des sujets de santé et nous allons bientôt vous proposer la suite. Je vous remercie tous d'avoir assisté à cette première séance et vous souhaite une excellente journée. Merci, bonne journée. Au revoir.